C'est la plus grande compétition sportive au monde, le théâtre où se produisent quelques-uns des sportifs les plus doués de la planète. La Coupe du Monde de la FIFA. Tous les footballeurs rêvent de marquer dans un tournoi de la Coupe du Monde. Mais ce qu'ils veulent, ce n'est pas seulement marquer, c'est réaliser un boulet de canon. Quelques-uns des buts les plus spectaculaires de l'histoire de la Coupe sont le résultat de longs efforts. Si forte est l'envie du footballeur de s'essayer au tir à distance que beaucoup de buts anéantissent les efforts et tentatives des gardiens. Tandis que les ballons, chaussures et même les joueurs améliorent leur performance technique, la tâche du gardien de but se fait de plus en plus ardue. Mais de la création de la Coupe du Monde à notre ère de modernité, un grand but, c'est tout ce qui fait un match. Savoir quel est le meilleur but est un débat qui a toujours existé. Il est temps d'y mettre fin une bonne fois pour toutes. Et pour lancer les festivités, mesdames, messieurs, les plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde. Notre liste de prestigieuses premières fois commence en 1938. Cette année-là, Vittorio Pozzo devient le premier et unique entraîneur à remporter la Coupe du Monde 2 fois consécutives. En 1934, Pozzo mène l'équipe italienne à la victoire face à la Tchécoslovaquie avant de triompher de nouveau 4 ans plus tard face à la Hongrie. En 1938, les Indes orientales hollandaises deviennent le premier pays asiatique à atteindre les finales de la Coupe du Monde.
Mais leur curieuse mascotte ne leur porte pas bonheur, puisqu'ils perdent 6-0 au profit de la Hongrie. Finalement, l'Asie devra attendre 1966 pour inscrire une première victoire de Coupe du Monde à son palmarès. Le mérite en revient à la Corée du Nord, qui bat l'Italie 1-0 dans l'un des plus grands matchs de tous les temps. La première nation africaine à jouer en Coupe du Monde est l'Égypte en 1934. Mais le continent devra attendre encore 44 ans pour sa première victoire. Les Tunisiens battent le Mexique 3-1 et obtiennent un match nul face à l'Allemagne, alors championne en titre. En 1974, l'Écosse devient le premier pays à être éliminé de la Coupe du Monde sans avoir perdu un seul match. Lors des sélections, les Écossais obtiennent 2 matchs nuls, l'un à 0-0 contre le Brésil, le second à 1 partout contre la Yougoslavie. Une victoire 2-0 contre le Zaïre ne suffit pas à rééquilibrer le score et en raison d'un nombre de buts insuffisant, l'Écosse est éliminée. En 1966, Antonio Carbaral devient le premier gardien de but à participer consécutivement à 5 Coupes du Monde de football. C'est en 1950 qu'il fait ses débuts pour finalement se retirer lors de la finale de Coupe du Monde en Angleterre. Carbaral jouera 48 fois pour son pays et demeure à ce jour une légende de l'histoire de la Coupe. La Coupe du Monde 1970 au Mexique voit apparaître pour la première fois l'utilisation des remplaçants. Et Juan Basaguren, membre de l'équipe mexicaine, devient le premier remplaçant à marquer. Dans un match de sélection contre le Salvador, il ne faut pas plus de 5 minutes à Basaguren pour prendre ses marques. Le Mexique gagne par 4-0, tandis que le Salvador finit dernier du groupe sans même un point. 12 années plus tard, lors de la Coupe 82 organisée en Espagne, le Salvador s'offre une réédition de sa légendaire défaite. Une fois de plus, la gloire n'est pas au rendez-vous lorsqu'ils perdent 10-1 face à la Hongrie. C'est lors de ce même match que Laszlo Kish devient le premier remplaçant à marquer 3 buts. C'est en 1970, alors que la Coupe se dispute au Mexique, que le tournoi est retransmis pour la première fois en Technicolor. Une raison supplémentaire pour que la FIFA introduise l'utilisation des cartons jaunes et cartons rouges. Le premier carton jaune est donné à Evgeny Lovtchev de l'équipe soviétique. Mais les spectateurs devront attendre 4 ans de plus avant de voir brandi le célèbre carton rouge. C'est au Chilien Carlos Caselli que revient cet honneur dans un match qui l'oppose à l'Allemagne de l'Ouest. Fervent opposant du dictateur Pinochet, Caselli devait plus tard se voir interdire de jouer dans son pays. La Coupe du Monde de 1986 voit pour la première fois un entraîneur se faire expulser au beau milieu d'un match. En effet, Cayetano Rey du Paraguay est banni du terrain alors que son équipe affronte la Belgique. Il aurait été renvoyé pour s'être tenu trop près de la pelouse à plusieurs reprises. En 1978, le Hollandais Dick Nanninga devient le premier remplaçant à être renvoyé du terrain seulement 7 minutes après son entrée contre l'Allemagne de l'Ouest. Olsenbein et Nanninga s'entrechoquent lors d'un coup franc. C'est un carton jaune pour Nanninga, mais il rit de la décision de l'arbitre et se fait ainsi expulser, laissant les joueurs et le public abasourdis. À ce jour, 114 joueurs se sont vus expulsés du terrain, parmi lesquels un seul gardien de but, l'Italien Gianluca Pagliuca, lors du match de 1994 face à la Hollande. L'Italie parvient tout de même en finale, mais perd contre le Brésil à la suite des premiers tirs au but dans une finale. Le premier joueur à avoir manqué un pénalty dans une finale est l'Italien Antonio Cabrini. Cela se passe en 1982 contre l'Allemagne de l'Ouest, mais l'honneur reste sauf puisque l'Italie remporte le match 3-1. Enfin, le Brésil se voit à la tête de bon nombre de premières fois. Vava est le premier joueur à avoir marqué dans 2 finales consécutives, en 1958 et 1962. Mario Zagallo est la première personne à avoir gagné une Coupe du Monde à la fois en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, en 58 et 62 en tant que joueur, puis en 70 en tant qu'entraîneur. En fait, le tournoi de 1970 se révèle très particulier pour le Brésil. En effet, Jairzinho devient le premier joueur à marquer dans chaque match d'une Coupe du Monde, y compris en finale. Pelé devient le premier joueur à gagner 3 Coupes du Monde et le Brésil le premier pays à gagner la Coupe de façon incontestée lorsqu'il ramène le trophée Jules Rimet chez lui.
La Fédération internationale de football association, ou FIFA, fut fondée au 229 boulevard Saint-Honoré à Paris le 21 mai 1904. Ancien siège de l'Union sportive française, vous ne trouverez aujourd'hui à cette adresse qu'une simple boutique de chaussures. Il n'y a rien de plus excitant que de voir deux grandes équipes mondiales se rencontrer dans un match de haut niveau. Ces rencontres hautement attendues méritent amplement le titre de choc des titans. Pour commencer, une rencontre épique. Une chaude soirée de juillet à Turin. L'Angleterre et l'Allemagne s'affrontent pour une place en finale de la Coupe du Monde de la FIFA. Après une première mi-temps terne sans but, le défenseur britannique Paul Parker dévie le tir d'Andreas Brehme et propulse les Allemands en tête à la 59e minute de jeu. Mais à 10 minutes de la fin du match, Parker détourne l'attention de 3 défenseurs allemands, tandis que Lineker égalise. Le but permet à l'Angleterre de jouer les prolongations. Après des occasions manquées et quelques beaux arrêts, la confrontation que Paul Gascoigne inflige à Berthold lui vaut un carton jaune et une suspension au cas où l'Angleterre atteindrait la finale. La déception et l'étonnement qu'il manifeste transforment la star montante en icône nationale. Le cauchemar des pénaltys. Contrairement à leurs adversaires, les Allemands ont déjà expérimenté cette situation à 2 reprises avec succès. Le tir manqué de Pierce, le premier de la série, est immédiatement suivi d'un but de Olafton. Avec un score de 4-3, l'Anglais Waddle doit marquer. Le ballon s'envole au-dessus de la transversale et avec lui, tous les espoirs anglais. L'Allemagne se retrouve ainsi en finale pour la 6e fois, dont 3 fois consécutives. En 1970, une autre excitante demi-finale met en scène les Allemands. Cette fois, c'est l'Italie qu'ils doivent affronter. Une équipe italienne qui commence sur les chapeaux de roue avec un but de Boninsegna après seulement 8 minutes de jeu. L'Italie décide alors de jouer en défense, ce qui n'empêche pas les Allemands d'égaliser grâce à Schnellinger, ramenant le score à 1 partout à la fin du temps réglementaire. Lors des prolongations, leur capitaine Beckenbauer jouant avec une épaule luxée, les Allemands se battent courageusement. Gerd Müller marque un but typique. Mais les choses n'en restent pas là. 4 minutes plus tard, Bergnisch marque le dernier but de ses 66 matchs en équipe d'Italie, ramenant le score à 2 partout. Le buteur Luigi Riva, décevant en quart de finale, reprend soudain vie et propulse l'Italie en tête. Les Allemands ripostent. Müller ne laisse pas à Gianni Rivera une chance de réagir. Le score est maintenant de 3 partout. La quête de rédemption est au cœur de tous les grands drames. Rivera devait trouver la sienne 1 minute plus tard en marquant dans un calme Olympia le but de la victoire. Invaincu en 23 matchs, le Brésil a pour beaucoup réuni la parfaite équipe pour la Coupe du Monde 1982. Face à l'Italie, il ne leur faut qu'un seul point pour se garantir une place en demi-finale. Même le but d'ouverture de Paolo Rossi ne parvient pas à ébranler leur optimisme. Ce n'est l'affaire que de quelques minutes avant que le capitaine brésilien Socrates ne ramène son équipe au score. Mais l'Italie riposte avec un second but de Rossi. Toutefois, l'équipe brésilienne est trop expérimentée pour le système défensif italien et le fantastique Falcao envoie son boulet de canon face à un dinosaure impuissant. C'est à la 74e minute que surgit le moment décisif du tournoi. En marquant un hat-trick, Rossi devient à 26 ans un héros national. Les Brésiliens rentrent chez eux. En battant l'Allemagne de l'Ouest en finale, l'Italie devient championne du monde. Le football brésilien est pourtant synonyme de succès quand il s'agit de la Coupe du Monde de la FIFA. La demi-finale de 1958 contre une équipe de France puissante marque un tournant décisif pour les Brésiliens. Vava ouvre le score 2 minutes après le coup d'envoi. Fontaine égalise 6 minutes plus tard. C'est la première fois que le Brésil concède un but depuis le début de la compétition. Cela devait les marquer à vie. On se souviendra aussi de ce match comme de celui où Pelé fit vraiment ses débuts mondiaux. Assisté du légendaire ailier Garrincha, ce but de Pelé met la France hors d'état de nuire en deuxième mi-temps.
Piantoni marque de nouveau à la 82e minute. Mais ce match est pour le Brésil. Les fans ne s'y sont pas trompés. Lorsque la plus haute récompense du sport mondial est en jeu, la controverse fait bien souvent rage. Ali Benasser en sait quelque chose. L'arbitre tunisien, alors en charge du quart de finale 1986 opposant l'Angleterre à l'Argentine, restera toujours aux yeux des fans de football l'homme qui manqua de sanctionner la main de Diego Maradona. On a tout de suite vu qu'il avait touché le ballon avec la main. On n'a pas compris comment l'arbitre avait pu passer à côté. Alors, que faire lorsque quelqu'un vous pointe du doigt et vous accuse d'une faute? Rejeter la faute sur quelqu'un d'autre? C'est évident. Dans le cas présent, sur son assistant bulgare, Bogdan Dochev. Pour lui, c'était un but, clair et net, il n'y avait pas de main. Et dans l'obligation où mon assistant m'a confirmé qu'il n'y avait pas de faute, j'étais obligé d'accorder le but. Ce que Maradona désignera comme la main de Dieu, la plupart des autres joueurs lui auraient donné un autre nom. La preuve en effet que Dieu est ambidextre, Maradona prouvera 4 ans plus tard que sa main droite peut faire tout aussi bien, cette fois contre l'équipe soviétique. L'Argentine gagne alors le match et se qualifie devant, vous avez deviné, l'Union soviétique. Si vous vous intéressez au pénalty refusé, bien que manifestement réussi, vous devez vous souvenir du match Belgique-Allemagne qui eut lieu aux USA en 1994. L'arbitre suisse Kurt Roethlisberger devait plus tard se faire congédier, tout comme les Belges, forcés de plier bagages en faveur de l'Allemagne qui remporte le match 3-2. En 2002, les Belges devaient de nouveau faire les frais de leur manque de chance. L'entraîneur Robert Vassège rapporta que son équipe aurait pu battre le Brésil si seulement il ne s'était pas vu refuser un but parfaitement valide à 0-0. Le match leur a pourtant échappé 2-0. Le Brésil n'a pourtant pas toujours bénéficié de la clémence des arbitres. Lors du tournoi de 1978, l'arbitre gallois Clive Thomas siffle la fin du match au moment où Zico envoie le ballon dans les filets. Thomas refuse le but et le match s'achève sur un score de 1-1, ce qui coûte au Brésil la première place de leur groupe. Il se qualifie pourtant pour le second tour derrière l'Autriche. En 1982, l'Italie lève la coupe vers le ciel, pourtant le sort aurait pu en décider autrement. L'arbitre autrichien Franz Bauer refuse le but de Roger Milla dans le match qui oppose le Cameroun au Pérou. L'Italie progresse alors jusqu'au second tour aux dépens du Cameroun. Mais le score aurait pu être tout autre si l'incident n'avait pas eu lieu. Si 1982 est une bonne année pour les Italiens, ils ne peuvent pas en dire autant de 2002. En tout, l'Italie se verra refuser 5 buts au cours de la compétition, dont le plus controversé, celui de Tomasi contre la Corée du Sud. On commence à se poser des questions lorsque Totti s'étale dans la surface de réparation. C'est un pénalty. Quoi ? Vous n'auriez pas fait la même chose? Eh bien, l'arbitre Byron Moreno voit certainement les choses différemment puisqu'il perçoit sa chute comme une feinte et présente à l'Italien son deuxième carton jaune. La Corée du Sud remporte le match. Pour Giovanni Trapattoni, l'entraîneur italien, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cette chance improbable accompagne ainsi la Corée du Sud jusqu'au quart de finale qui l'oppose à l'Espagne. Il y a d'abord ce but refusé à l'Espagne, mais ce n'est rien comparé à ce qui va suivre. Ce but en or aurait pu être celui de la victoire pour Morientes et son équipe si l'arbitre n'avait pas déclaré le ballon sorti. L'Espagne devait finalement perdre au tir au but. Regardez en haut, à gauche de l'écran. On y voit la star brésilienne du tournoi de 1962 envoyer un violent coup au Chilien Rojas lors de leur rencontre en demi-finale. Rojas porte l'incident à l'attention de l'arbitre péruvien Arturo Yamazaki, qui renvoie Garrincha du terrain à juste titre. Alors, pourquoi Garrincha fut-il ensuite autorisé à jouer en finale contre la Tchécoslovaquie? Nous ne le saurons jamais.
c'est une vie de cow-boy solitaire. En particulier quand on vous dit que vous êtes différent des autres. Pour tout le monde, vous êtes leur dernier espoir. Alors qui possède les mains les plus habiles du football mondial? Au fil des années, quelques gardiens de but se sont clairement démarqués. Tout d'abord, Aldo Olivieri, ou l'araignée noire. Olivieri devient en 1938 le héros inattendu du succès italien en Coupe du Monde de la FIFA. Tout juste remis d'une fracture du crâne, il se révèle inspiré au cours de ce tournoi. À l'époque où il est plus important de marquer des buts que de les défendre, on le décrit comme un kamikaze. Olivieri ne concède que 5 buts en 4 matchs. Mais la performance d'Olivieri n'est pourtant pas la plus spectaculaire de ce tournoi. En effet, František Planička, gardien tchécoslovaque, ne laisse passer qu'un seul but et continue à jouer malgré un bras cassé pendant la rencontre qui oppose son équipe au Brésil. Pour beaucoup, le meilleur gardien de but d'avant-guerre. Voici l'incroyable histoire de Harry Gregg, qui eut lieu en 1958. Survivant du crash aérien de Munich, survenu 4 mois avant le début de la Coupe du Monde, Gregg parvient à trouver en lui la force de propulser l'Irlande du Nord en quart de finale. Que Gregg ait été voté meilleur gardien du tournoi atteste non seulement de son talent, mais aussi de son courage. Des qualités qui s'appliquent aussi à Lev Yashin. Y a-t-il un homme qui ait eu autant d'impact sur le football contemporain que Yashin? C'est également en 1958 que Lev, lion en russe, impose sa marque et son style. Et quel style! Gardien d'une grande vivacité, Yashin fait des miracles dans son équipe d'Union soviétique. Premier gardien de but à être couronné joueur européen de l'année en 1963, Yashin est tout simplement une légende et son nom un synonyme de succès. Notre quête des gardiens de légende nous mène maintenant au Mexique, terre natale d'un homme qui occupe une place de choix dans l'histoire de la Coupe du Monde FIFA. Antonio Carvajal a participé au chiffre record de 5 Coupes du Monde entre 1950 et 1966, avant de tirer sa révérence sur le terrain de Wembley. Je crois qu'il vaut mieux prendre sa retraite tôt, plutôt que de risquer de se ridiculiser. Ce serait dommage. C'est gentil aux fans et à la presse de dire « On se souvient comme vous étiez bon » et non « Regardez ce que vous êtes devenu ». Preuve que les bons gardiens de but vivent dans la mémoire du public encore et toujours. Si la légende d'Antonio Carvajal s'est construite sur 16 ans, celle d'un autre homme se base sur un seul instant de gloire. Le plus grand arrêt de tous les temps? Nous vous laisserons en juger. N'oublions pas que Gordon Banks était le formidable gardien de l'équipe anglaise. Cet arrêt semble toujours plus spectaculaire à chaque nouvelle diffusion. Alors que Banks gagne la Coupe en 1966, un jeune gardien de but, Sepp Maier, exerce ses talents en équipe d'Allemagne. 4 ans plus tard, il est numéro 1 et avance à grands pas vers le titre de meilleur gardien du monde. Nommé joueur allemand de l'année à 3 reprises, il devait vivre l'apogée de sa carrière en 1974. Ayant gagné la Coupe d'Europe avec le Bayern de Munich, Maier devient un héros national lorsqu'il repousse les attaques hollandaises et permet à l'Allemagne de remporter la Coupe du Monde FIFA. Les projecteurs se tournent ensuite tout naturellement vers Dino Zoff. Sa carrière n'est qu'une interminable liste de récompenses. Il a joué 112 fois pour l'Italie, détient le record de 1142 minutes sans encaisser un seul but international et est devenu le joueur le plus âgé à remporter une Coupe du Monde lorsque, capitaine de l'équipe d'Italie, il brandit triomphalement la Coupe en 1982. Depuis le retrait de Zoff de la scène internationale, bon nombre de gardiens ont visé sa place de numéro 1.
L'Anglais Peter Shilton, star de 3 Coupes du Monde FIFA, qui enchaîna 4 matchs de Coupe du Monde sans encaisser de but. Thomas Nkono, le premier gardien noir africain à briller sur la scène mondiale. Extrêmement agile, presque imperturbable. Harald Schumacher, le gardien de but de l'équipe allemande dans les années 80. Imposant, fort, inébranlable. Andoni Zubizarreta, une multitude d'apparitions sur la scène internationale et 4 Coupes du Monde à son actif. Une légende du football espagnol. Walter Zenga, l'homme araignée, n'a pas laissé passer un but en 38 des 58 matchs qu'il a disputés avec l'Italie. Il a bien failli remporter la Coupe pour l'Italie en 1990. Et Claudio Taffarel, qui peut oublier ses héroïques arrêts qui aidèrent le Brésil à gagner la Coupe du Monde après 24 ans. Mais la nouvelle génération n'est pas en reste. Parmi les gardiens du XXIe siècle, un homme se détache du lot. Oliver Kahn. Sous la direction de Sepp Maier, Kahn est devenu un des meilleurs gardiens de but que le monde ait jamais connu. Organisé et agile, il a un sens extraordinaire de la position, de merveilleux réflexes. Bref, il a tout. Élu meilleur joueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2002, Kahn est celui que tous s'évertuent d'imiter. L'art de défendre les buts est entre de bonnes mains. En 1904, le traité de fondation de la FIFA est signé par 7 nations, la France, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suisse et la Suède. L'association a depuis fait du chemin puisqu'elle compte à ce jour 204 membres. Préparer la Coupe du Monde de football féminin de la FIFA est quelque chose de très sérieux. Voici les États-Unis, peut-être la meilleure équipe de l'histoire du football féminin. Elles se préparent à leur match contre l'Allemagne, grand rival et prétendant au trône. Nous sommes en demi-finale de la Coupe du Monde de football féminin de la FIFA 2003. Cela reste l'un des plus beaux matchs de l'histoire du football féminin, rapide, tactique, passionnant. L'Allemagne affronte les États-Unis dans un match de légende. L'Allemagne prend rapidement la tête, mais les Américaines ne se laissent pas faire et gagnent du terrain. Enfin, l'Allemagne reprend le pouvoir. Et le garde jusqu'au coup de sifflet final. Si l'Allemagne gagne 3-0, le match reste l'un des plus beaux que le football féminin ait connu. Chine 1991, la première Coupe du Monde de football féminin de la FIFA. 45 nations sont en compétition. La Norvège et les États-Unis arrivent finalistes. Et le tournoi s'achève sur une victoire des États-Unis de 2-1. La victoire des Américaines fait alors beaucoup parler d'elle en Chine. Peu ailleurs, d'après celle qui allait bientôt devenir la plus célèbre footballeuse au monde. Nous avons gagné dans le plus complet anonymat. On est rentré chez nous et on s'est dit qu'on avait conquis le monde. Et vous savez, il y avait quoi? Un journaliste pour couvrir l'événement? La deuxième Coupe du Monde de football féminin, qui se déroula en Suède, devait refléter le rôle de pionnier joué par la Scandinavie dans le développement du jeu féminin. La compétition a eu un grand impact sur la région. Le championnat d'Europe féminin a eu en effet lieu 2 ans plus tard en Suède et en Norvège. Il y avait 14 femmes parmi les arbitres. L'une d'entre elles, la Suédoise Ingrid Johnson, devint la première femme à arbitrer la finale que remporte la Norvège, à juste titre. La Coupe du Monde de football féminin de la FIFA 1999 est une révélation. Pour la première fois, les matchs se jouent dans de grands stades. Les dispositifs mis en place sont importants et la couverture médiatique et télévisuelle appréciable.
La finale se déroule devant 90 000 spectateurs au Rose Bowl à Pasadena en Californie et s'achève sur les tirs au but. Alors que l'américaine Brandi Chastain réussit son dernier tir contre la Chine, rien qu'aux États-Unis, 40 millions de téléspectateurs sont devant leur poste et célèbrent leur deuxième titre mondial. L'édition de 1999 suscite alors un grand intérêt. Les noms des joueuses sont maintenant connus du grand public. Une ligue professionnelle de football féminin est créée aux États-Unis. La leçon est claire. Investir dans le football féminin, n'importe où dans le monde, est un gage de réussite financière. Les barrières sociales et religieuses se brisent petit à petit. Les États-Unis, à travers les écoles, les universités et les ligues professionnelles, montrent le chemin à suivre. Ils ont prouvé que des millions de jeunes femmes veulent jouer, mais n'ont pas encore démontré si les spectateurs suivraient. Je crois toujours que beaucoup reste à faire. Les mentalités restent à changer dans beaucoup de pays à travers le monde. Mais le jeu est en train d'émerger et d'évoluer. « 99 nations participent à la Coupe du monde de football féminin de la FIFA 2003. En finale, on retrouve l'Allemagne et la Suède. Les Suédoises ouvrent le score lors de leur première finale. Elles sont opposées aux championnes européennes, lesquelles ont encouragé leur meilleure joueuse, Maren Meinert, à sortir de sa retraite internationale. Le match trouve finalement son issue sur un but en or. L'Allemagne devient championne du monde et numéro 1 au classement de la FIFA. La prochaine Coupe du monde de football féminin, elle aura lieu en Chine, mais il faudra patienter jusqu'en 2007. Aucun autre événement sportif ne capture autant l'imagination que la Coupe du monde de la FIFA. Depuis la création du tournoi, des gens de tous les continents ont traversé le globe pour venir soutenir leur pays et s'imprégner de cette atmosphère unique. D'Australie en Argentine, du Cameroun jusqu'en Chine. Transcendant les frontières et unissant des millions de gens à travers le monde autour d'une même passion, les différences politiques sont mises de côté pendant 90 minutes où les fans se réjouissent du spectacle se jouant devant leurs yeux. Jeune ou vieux, riche ou pauvre, peu importe. Voilà pourquoi le football est le jeu du peuple. Et la Coupe du monde, le tournoi ultime. Cependant, certains fans se démarquent du reste de la foule, comme le Norvégien Peter Garden, qui parcourt Oslo-Paris à vélo afin d'assister à la Coupe du monde 1998, récoltant au passage de l'argent pour une œuvre de charité. 3000 km! Il est fou, complètement fou! Aux États-Unis, en 1994, Wally Heap est choisi pour relever le Gillette Soccer Challenge. Un tir, 15 mètres et avec de la chance, une prestigieuse récompense. J'ai encore du mal à croire que je vais tirer pour $1 million. Il est clair que l'argent offert par Gillette n'a jamais été en grand danger. Et puis il y a Manolo, qui joue du tambour pour l'Espagne depuis 1982. Sans doute le membre le plus constant de l'équipe espagnole. Une Coupe du Monde, c'est la chose la plus importante en football. Si c'est du dévouement que vous voulez, alors ne cherchez pas plus loin qu'en Corée en 2002. Presque 7 millions de Coréens du Sud investissent régulièrement les rues et les transforment en véritables mers rouges. Et pour ceux qui ne peuvent voyager jusqu'au Japon ou en Corée, la couverture télévisuelle est présente, y compris dans les endroits les plus insolites.
Aux 4 coins du globe, les gens suivent le tournoi via leur poste de télévision. Au total, l'équivalent de 37 milliards de téléspectateurs. Les gens suivent les matchs n'importe où. Et si cela signifie se lever à 5 h du matin pour avoir la meilleure place, peu importe. Après tout, ça en vaut la peine. Lorsque le ballon pénètre au fond des filets, on a envie de fêter ça. Peu importe sur quel continent on se trouve, la jubilation est la même partout. Regardons les choses en face. Si la Coupe du Monde de la FIFA ne vous plonge pas dans un état d'excitation intense, c'est que quelque chose ne va pas. Réunissant 16 équipes venues de 4 continents, la Coupe du Monde 1954 en Suisse est la première Coupe du Monde véritablement représentative. Mais en dépit du large éventail de joueurs présents, le public s'intéresse surtout aux favoris. Avec en première ligne les Hongrois. Invaincus depuis 6 ans, les Hongrois arrivent en Suisse en tant que champions olympiques. Marquant un record de 121 buts en 30 matchs, ils détruisent une à une les meilleures équipes européennes. Leur première victoire, 6-3 face aux Anglais, est à marquer d'une pierre blanche. Entraînée par Gustav Sebes, l'équipe hongroise apporte de vraies innovations tactiques. Leur jeu de passe rapide, basé sur un mouvement en triangle, allait vite être repris. Leur tactique d'utiliser un seul homme, généralement Nandor Hidegkuti, placé au milieu des deux avant-centres, est également bien connue. Aux côtés de Hidegkuti, bon nombre d'autres joueurs talentueux. Gyula Grosic, merveilleux gardien de but. Et à l'avant, Sandor Kokšić, si adroit dans les airs. Et la plus grande star de toutes, Ferenc Puskás. Après un échauffement sommaire, incluant la destruction de l'équipe coréenne 9-0, les Hongrois rempilent contre l'Allemagne de l'Ouest. L'entraîneur allemand Sepp Herberger envoie sur le terrain une équipe de réserve, certain de conduire ses joueurs en quart de finale. Le score final de 8-3 en faveur de la Hongrie allait lui donner tort. Pourtant, tout n'est pas rose pour la Hongrie. Dans un duel contre Librich, Puskás se blesse à la cheville, ce qui l'empêche de jouer les 2 matchs suivants. Les quarts de finale voient la Hongrie affronter une équipe brésilienne remontée à bloc. Même sans Puskás, leur porte-bonheur jusque-là, la Hongrie reste une équipe redoutable. À présent connue comme la bataille de Berne, le match s'achève sur une victoire pour les Européens, 4-2. Européens qui affrontent ensuite en demi-finale l'équipe d'Uruguay, championne en titre. Le froid et l'humidité, conditions difficiles pour jouer, ne semblent pourtant pas perturber les Hongrois qui marquent 2 fois au début de la deuxième mi-temps.
Mais l'Argentin de naissance, Juan Oberg, marque 2 fois en 10 minutes, forçant le match vers les prolongations. À ce point, la Hongrie prend la direction du match grâce au formidable pouvoir aérien de Koksich. Ces 2 buts de la tête infligent à l'Uruguay leur première défaite en Coupe du Monde. La Hongrie se prépare à affronter l'Allemagne pour la 2e fois. La présence de Puskás, alors qu'il se remet à peine de sa blessure à la cheville, est quelque peu inattendue. Pourtant, même blessé au pied gauche, il reste le joueur le plus talentueux de sa génération. Sa blessure ne semble pas l'handicaper plus que ça, et c'est du pied gauche qu'il tire le but qui permet à la Hongrie de prendre la tête. 2 minutes plus tard, la Hongrie marque de nouveau grâce à Sibor. Les choses ne pourraient mieux se dérouler pour l'instant. Après 19 minutes de jeu, les équipes sont revenues à égalité. L'Allemagne étonne tout le monde lorsque Rahn marque le but de la victoire. Jugé hors jeu, l'action de Puskás ne parvient pas à sauver son équipe. C'est la fin du monde pour la Hongrie, qui éclate après la révolte de 1956 et qui ne retrouvera plus jamais sa dynamique ni sa force. À ce jour, aucun autre joueur hongrois n'a réussi à atteindre la renommée de Puskás. Et les voici, les clowns de la Coupe du Monde de la FIFA. Vous voyez, même dans une compétition aussi prestigieuse que celle-ci, les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Le Mexique contre l'Allemagne de l'Ouest, 1978. Non seulement le coup franc est un désastre, mais on laisse l'Allemand Rummenigge parcourir toute la longueur du terrain pour marquer. Lors de la finale 1986, le gardien uruguayen Alves est au bord de la crise de nerfs à l'idée d'affronter les joueurs écossais. Même les plus grands buteurs souffrent parfois du trac avant un match. Pour chaque grand but marqué en Coupe du Monde, 100 échecs ont été nécessaires. En voici quelques-uns des plus beaux qui, c'est promis, ne doivent rien à la technologie moderne.
Il faut de la pratique pour marquer un bon but de la tête. Mettre sa tête au cœur de l'action. Là où un gentil défenseur peut la confondre avec le ballon ou bien accidentellement vous attraper là où ça fait mal. Messieurs, nous saluons votre courage. C'est à la fois le poste le plus précaire, le plus épanouissant et le plus décevant du football. Pourtant, pour un entraîneur, conduire son équipe en Coupe du Monde de la FIFA est déjà digne d'une mention, quelle que soit l'issue du tournoi. Les grands entraîneurs remportent des finales. Les grands entraîneurs perdent des finales. Gagner est ce qui sépare ceux que l'on encense de ceux que l'on oublie. Voici quelques-uns des entraîneurs qui resteront dans les annales. Les triomphes de l'Italie en 1934 et 1938 ont été orchestrés par un seul homme. Vittorio Pozzo, surnommé le Vieux Maître, a entraîné l'équipe nationale pendant 19 ans. Il fut élevé au rang de génie tactique et est toujours considéré comme un homme de sacrifice et de solidarité, des qualités sur lesquelles il a bâti ses équipes. Il avait aussi un grand sens du devoir. Lorsque Benito Mussolini lui ordonna de gagner la coupe ou de mourir, il s'exécuta sans broncher. 50 000 fans virent l'Italie battre la Tchécoslovaquie 2-1 à Rome. 4 ans plus tard, lors de la finale en France, Pozzo répète son exploit avec une nouvelle équipe totalement différente de celle de 1934. Seuls 2 joueurs de l'époque en font encore partie, Giuseppe Meazza, Giovanni Ferrari. Avec le grand Silvio Piola en attaque, l'Italie bat la France et le Brésil, avant de remporter la finale 4-2 face à la Hongrie. Pozzo devient alors le seul entraîneur à avoir gagné 2 Coupes du Monde consécutives, un record qui, à ce jour, reste invaincu. Souffrant d'un manque de confiance et de détermination, le football allemand doit sa résurrection à Sepp Herberger. Herberger entraînera l'équipe nationale de 1936 à 1964, soit presque 28 ans.
À force de travail et de patience, il met sur pied une équipe allemande qui croit en ses capacités et se sent prête à tout pour gagner. Ce sont ces qualités qui caractérisent encore toute équipe nationale allemande aujourd'hui. La plus grande réussite de Herberger a lieu lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1954 en Suisse, lorsque l'Allemagne écrase les Hongrois pourtant donnés favoris. Peu de gens leur donnaient une chance en finale. Encore moins après être mené 2-0 après seulement 8 minutes de jeu. Mais l'Allemagne ne se laisse pas abattre et égalise avant la mi-temps. Herberger, entraîneur plein d'inspiration, ordonne à ses joueurs à la mi-temps de briser la volonté des Hongrois. Son équipe obéit. À 5 minutes du coup de sifflet final, Helmut Rahn marque le but de la victoire. Contre toute attente, l'Allemagne triomphe à Berne. Herberger devient un héros national et reste entraîneur de l'équipe nationale pour les 2 coupes suivantes avant de laisser un football allemand en excellentes conditions. Son successeur n'a qu'à suivre les empreintes laissées par le maître. Et l'homme qui prend la relève de Herberger n'est autre que son assistant, Helmut Schön. Sous sa direction, l'Allemagne de l'Ouest remporte en 1972 les championnats d'Europe, ce qui incite Schön à reconstituer la même équipe pour disputer la Coupe du Monde de la FIFA 2 ans plus tard. Schön est un homme qui aime la continuité. C'est ce qui donne à son équipe l'expérience et la fluidité qui la caractérise. Sa victoire contre les Pays-Bas rappelle celle de Herberger contre la Hongrie. La Hollande est venue pour les humilier, mais ce sont les Allemands qui ont le dernier mot. Après cette victoire en Coupe du Monde, Schön continuera à entraîner l'équipe nationale jusqu'en 1978. Il détient le record du plus grand nombre de matchs de Coupe du Monde disputés, 25 au total. Seuls 2 hommes ont remporté la Coupe du Monde de la FIFA à la fois en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. L'un d'eux, le Brésilien Mario Zagallo. Zagallo, membre de l'équipe brésilienne en 1958 et 1962, est nommé entraîneur en 1970 dans des circonstances inhabituelles. Le Brésil survole les qualifications dirigées par João Saldanha. Mais quelques mois avant le début du tournoi, coup de théâtre, Saldanha est renvoyé. Zagallo est désigné pour lui succéder à la tête d'une équipe au sein de laquelle joue Pelé. Le calme et la sérénité de l'entraîneur font merveille. Avec Zagallo aux commandes, le Brésil se révèle invincible et gagne la Coupe du Monde avec probablement la meilleure équipe de tous les temps. Quatre ans plus tard, Zagallo mène le Brésil à la 4e place avant de revenir en 1994 en tant qu'assistant de Carlos Alberto Parreira. Le Brésil bat l'Italie et Zagallo devient le premier homme à être impliqué dans 4 victoires de Coupe du Monde de la FIFA. Avec son histoire et ses triomphes, Zagallo est entré dans la légende. L'Allemand Franz Beckenbauer marchera sur les traces de Zagallo, gagnant la Coupe du Monde de la FIFA en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. À la différence près que Beckenbauer est aussi le capitaine de son équipe. Beckenbauer prend sa retraite en tant que joueur en 1983 et commence à travailler dans les médias. Une seule année s'écoule avant que la Fédération allemande de football ne lui propose d'entraîner l'équipe nationale. Beckenbauer n'ayant aucune expérience dans ce domaine, le nommer à un tel poste est un pari risqué, qui finit par payer. À 2 reprises, en 1986 et 1990, Beckenbauer conduit son équipe en finale contre l'Argentine. La défaite de 86 est suivie d'une douce revanche en 90. Une victoire qui vaudra à Franz Beckenbauer une place de choix dans l'histoire du sport. La Coupe du Monde de la FIFA 2002 au Japon et en Corée illustre les success stories de 2 entraîneurs. En qualifiant l'équipe nationale pour le 2e tour, Philippe Troussier dépasse de loin les espoirs japonais. Cependant, c'est la remarquable réussite de l'entraîneur Gus Hiddink qui marque les esprits lorsqu'il conduit la Corée du Sud en demi-finale de la Coupe du Monde.
Pour comprendre ce qui fait les Coréens de si fantastiques adversaires, il faut retracer la méticuleuse préparation que Hiddink leur a imposée. L'équipe est constituée 5 mois avant le début du tournoi. Hiddink profite de ce laps de temps pour faire de ses hommes l'équipe la plus solide et la plus organisée de la compétition. Inspiré par le soutien fanatique de son peuple, la Corée du Sud bat successivement la Pologne, le Portugal, l'Italie et l'Espagne avant de finalement se faire éliminer par l'Allemagne. Hiddink est maintenant vénéré en Corée du Sud, à tel point que s'il se présentait au présidentiel, il obtiendrait sans doute la majorité des votes. Et que dire des autres? Trop nombreux pour tous les nommer, nous décernerons tout de même une mention spéciale à Bora Milutinovic, qui participa à 5 Coupes du Monde avec 5 équipes différentes. Ayons aussi une pensée pour Rinus Michels, dont l'équipe hollandaise en 1974 reste probablement la meilleure équipe à n'avoir jamais remporté la Coupe du Monde de la FIFA. Mais là où Michels a échoué, d'autres ont réussi. En voici quelques exemples. Les sourcils se lèvent lorsque la FIFA confie l'organisation de la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis d'Amérique, un pays où le soccer est loin d'être le sport numéro 1. Désireux de prouver que ces critiques sont sans fondement, les États-Unis mettent en scène une cérémonie d'ouverture digne des meilleurs shows hollywoodiens. Et tout va bien, jusqu'à ce que la célèbre Diana Ross n'entre sur le terrain pour tirer un pénalty censé ouvrir officiellement le tournoi. Sa performance est loin d'être suprême, mais qu'importe, le spectacle doit continuer. USA 94 est le tournoi le plus chaud de l'histoire de la compétition et à l'image des températures, les voix ne tardent pas à s'élever. Le buteur irlandais John Aldridge ne mâche pas ses mots lorsque les autorités retardent son entrée sur le terrain. Son manager Jack Charlton ne semble pas plus satisfait. C'est néanmoins Aldridge qui aura le dernier mot en marquant ce qui allait se révéler un but décisif. Grâce à lui, et bien qu'ayant perdu le match, les Irlandais progressent jusqu'au second tour. Voici un moment comme nous en avons rarement vu. À l'instar des joueurs, les cages résistent mal à la chaleur qui règne sur ce mondial 94. À moins que le défenseur mexicain Marcelino Bernal n'ait sous-estimé sa force. Le match est suspendu tandis qu'une nouvelle structure est installée, le moment phare d'un match qui s'achèvera sur un score de 1 partout à l'issue des prolongations. À la consternation des Mexicains, les nouvelles cages ne bougent pas d'un pouce tandis que la Bulgarie remporte le match sur tir au but. En 1962, le plus mémorable incident a lieu lorsque la star tchèque Jan Popluhar tente d'empêcher Jerkovic d'égaliser contre les Yougoslaves. Le filet aura besoin d'une sévère opération chirurgicale avant que les Tchèques ne puissent remporter le match 3-1 avec à l'issue une place en finale. Des filets de but au drapeau de corner, il n'y a qu'un pas. La finale 1974 donnera ainsi naissance à un moment d'anthologie. À quelques secondes du coup d'envoi, les officiels réalisent qu'il n'y a pas de drapeau de corner. Les spectateurs semblent certainement s'amuser de voir ces hommes en costume singulier se frayer un chemin le long du terrain. La France et la Hongrie sont aussi coupables l'une que l'autre lorsque les deux équipes débarquent sur le terrain avec des maillots de couleurs similaires. Mais plutôt que de quitter leur maillot et de jouer en short et tricot de corps, les Français empruntent au club local Kimberley leur maillot vert. Le coup d'envoi est différé de 40 minutes, mais les rayures se révèlent efficaces puisque les Français arrachent la victoire 3-1. Allez les Verts! Tous
se sentent néanmoins concernés lorsque la pluie menace de ruiner la rencontre Allemagne de l'Ouest-Pologne en 1974. Les pompiers de Francfort interviennent alors en héros, tandis que le terrain gorgé d'eau est remis en état. Ce match est aussi l'occasion d'un moment émouvant quand l'arbitre interrompt le jeu et propose une minute de silence en l'honneur du président argentin Juan Perón, décédé le 1er juillet 2 jours auparavant. Le même jour, la Hollande et le Brésil choisissent de rendre un second hommage au président Perón. Vous avez peut-être déjà vu des joueurs et des fans observer une minute de silence avant un coup d'envoi, mais arrêter un match est quelque chose de très inhabituel. Un moment rare, capturé ici pour l'éternité. En 1978, les Argentins font attendre les Hollandais 10 minutes avant de daigner apparaître sur le terrain. Une finale est en jeu. Imaginez donc la colère de la Hollande lorsque le capitaine argentin Daniel Passarella objecte contre le plâtre porté par René van der Kerkhoff pour protéger sa main cassée. Bien qu'il l'ait porté au cours des 5 derniers matchs sans aucun problème, l'arbitre italien Sergio Gonella prend la plainte très au sérieux. Le coup d'envoi est différé pendant 15 minutes, le temps que van der Kerkhoff ramollisse son plâtre dans de l'eau. La guerre des nerfs se révèle une bonne tactique puisque l'Argentine gagne 3-1 à l'issue des prolongations. Personne n'aime ceux qui baissent les bras. C'est pourquoi rien ne réjouit plus les fans que de voir une équipe faire un comeback inattendu. Et il est difficile de trouver un suspense plus dramatique que celui de ce match. Littbarski ouvre le score pour l'Allemagne de l'Ouest. Mais les Français ont retrouvé la forme depuis leur défaite contre l'Angleterre en match d'ouverture. Le but égalisateur est marqué par le capitaine Michel Platini. Ensuite survient l'agression non sanctionnée de Schumacher sur Patrick Battiston. Schumacher proposera plus tard de payer pour que le Français essaie d'en remplacer. Il semble pourtant que justice soit faite lorsque Marius Trésor propulse la France en tête pendant les prolongations. Giresse marque ensuite le 3e but et permet à la France de mener 3-1. Mais la blessure de Battiston a obligé la France à faire rentrer son second remplaçant. Fatigués, les Français ne peuvent arrêter Karl-Heinz Rummenigge lorsqu'il se dirige vers le but et ramène le score à 3-2. C'est grâce aux efforts de Horst Hrubesch que l'Allemagne égalise. Il passe à Fischer qui marque d'un superbe ciseau retourné. Lors des pénaltys tant redoutés, Rummenigge égalise. 4 tirs au but partout. Schumacher vit ensuite son heure de gloire lorsqu'il arrête un tir de Bossis. L'ironie de la situation frappe le Français en plein visage. Avec une facilité presque inappropriée, Horst Hrubesch fait basculer le match et offre à l'Allemagne une victoire mémorable, bien que quelque peu imméritée. L'équipe d'Angleterre qui arrive au Mexique en 1970 est, dit-on, meilleure que celle de 66. Bien que battu par le Brésil au premier tour, il prouve en quart de finale qu'il possède l'étoffe des champions. L'excellent Alan Mullery marquant un superbe but. Lorsque Martin Peters marque le but du 2-0, certains gentlemen de la presse anglaise commencent à chanter Auf Wiedersehen à l'intention des fans allemands. L'avenir allait leur donner raison, mais pas de la manière dont ils l'avaient envisagé. Le gardien de but anglais, Gordon Banks, a souffert d'une intoxication alimentaire juste avant le match. Mais la véritable victime du jour est son remplaçant, Peter Bonetti. On peut dire qu'il passe une mauvaise journée. Bonetti, complètement démonté, reste là, immobile, alors que Gerd Müller marque le but de la victoire. Le Premier ministre Harold Wilson déclarera qu'il a perdu les élections à cause de cette défaite. Et ils disent que ce n'est qu'un jeu. On attend peu des Colombiens lors de leur première Coupe du Monde de la FIFA.
L'URSS, en revanche, arrive au Chili en tant que championne d'Europe. Dès le coup d'envoi, il apparaît que les Sud-Américains ne seront pas une grande menace pour les favoris. Une mauvaise performance de la défense et du gardien de but colombien, Efraín Sánchez, permettent à l'URSS de mener 3-0 après seulement 11 minutes de jeu. La Colombie parvient à marquer un but, grâce aux efforts répétés de Aceros. Mais l'écart se creuse bientôt avec un score de 4-1. Grâce à un but de Cole, la Colombie revient dans le match. Les Colombiens ont maintenant l'air sur d'eux et les Russes déstabilisés. De manière incroyable, 18 minutes avant la fin du match, il n'y a plus qu'un but d'écart. Quelques péripéties plus tard, Yashin permet à Klinger d'égaliser. Les Colombiens sont euphoriques, mais on peut se demander quelle boisson énergétique ils ont pris pendant la mi-temps. En 1994, l'Espagne affronte les Coréens du Sud, qui n'ont pas encore acquis leur réputation actuelle. Malgré l'expulsion de Nadal, un effort du buteur Julio Salinas permet à l'Espagne de mener 1-0. Suite une très belle tête de Goycochea, 2-0. En dépit de la chaleur, les 10 joueurs espagnols souffrent face aux Coréens, qui reviennent à 2-1. Seo Young-won égalise à seulement 1 minute du coup de sifflet final. Un avant-goût de ce qui allait suivre. La Corée du Nord, elle, fait une excellente impression en 1966 en accédant au quart de finale, battant l'Italie sur son passage. Les dernières notes de l'hymne portugais retentissent encore que déjà la Corée du Nord se lance à l'attaque. Ils ouvrent le score après seulement 55 secondes de jeu. Après 24 glorieuses minutes de jeu, le score est de 3-0. Le consensus général est qu'à 3-0, la Corée aurait dû défendre et préserver le score. Mais c'est bien injuste. Regardons les choses en face. Personne ne laisse intentionnellement son adversaire marquer autant de buts. L'équipe portugaise est alors très forte. Elle a déjà battu les champions brésiliens 3-1. Pendant la dernière heure, le Portugal, en particulier Eusebio, est simplement trop performant. Il marque 4 fois. Le match s'achève sur un score de 5-3. C'est un jour de gloire pour les Portugais, gloire que méritent de partager les 11 joueurs de l'équipe coréenne. Huit hommes ont présidé la FIFA. Le premier, c'est Robert Guérin en 1904. Jules Rimet a lui présidé l'association durant 33 ans. Et l'actuel président, Sepp Blatter, a tout d'abord été élu en 98 avant d'être réélu en 2002. Les qualités nécessaires pour être un grand défenseur ? Premièrement, du courage. Deuxièmement, de la discipline. Uniquement lorsque ces deux qualités ont été prouvées est-il permis de montrer du talent. C'est un rôle ingrat que d'être défenseur, et beaucoup d'idées nouvelles doivent leur fondement à un seul homme, Carlos Alberto. Vous vous souvenez de lui ? Le capitaine de l'équipe brésilienne, un défenseur qui se balade nonchalamment du côté de l'aile droite et apparaît en technicolor dans l'un des plus grands moments de la Coupe du Monde FIFA. À cette époque, souvenez-vous, les arrières doivent être efficaces, mais pas forcément spectaculaires. Les Brésiliens, eux, se tournent vers l'avenir. Et une fois ouverte, la barrière ne sera plus jamais refermée.
La clé d'une défense moderne est évidemment de savoir attaquer aussi bien que de défendre. Et Bobby Moore l'a bien compris. Moore prouve qu'il détient le meilleur système défensif quand il mène l'Angleterre en finale du Mondial 1966. Il peut tacler, maîtriser le ballon, initier des offensives. Ajoutons à ses qualités un don inné du commandement et on obtient un joueur quasi parfait. Quatre ans plus tard, Moore est de retour. La manière dont il prend le ballon au grand Jairzinho est une leçon pour les défenseurs du monde entier. Il n'est pas étonnant que Pelé ait voulu lui serrer la main. Pour continuer dans la versatilité, Ruud Krol est un défenseur capable des meilleures défenses comme des meilleures attaques. Des qualités caractéristiques du football hollandais. Les années 70, en revanche, voient arriver un nouveau style de défenseur, plus impitoyable, notamment en Italie, où la technique du catenaccio repose sur la stabilité défensive. Le fier représentant de cette technique se nomme Claudio Gentile, et il s'y tient avec une efficacité redoutable. Durant la Coupe du Monde 1982, que gagnera l'Italie, Gentile marque Maradona de si près qu'encore aujourd'hui, l'Argentine s'attend à le voir surgir chaque fois que Maradona apparaît. Son jeu flirte avec l'illégalité et n'est pas conseillé aux âmes sensibles. Mais c'était l'image de Gentile, dur, intransigeant, intelligent et craint. Les Italiens lui tirent encore leur chapeau. Gentile devient l'inspiration de beaucoup d'autres défenseurs italiens. Parmi eux, l'omniprésent Franco Baresi. Giuseppe Bergomi fait partie de l'équipe d'Italie qui, en 90, ne concède que 2 buts. Et puis il y a Paolo Maldini, l'unique Maldini. Et Riccardo Ferri, dur et sans peur, tout simplement fantastique. Lorsque la France lève la Coupe du Monde en 1998, son jeu est avant tout basé sur une solide défense. Zidane a participé à la victoire, c'est incontestable, mais cette équipe n'a concédé que 2 buts dans ce tournoi. Vicente Lizarazu, Marcel Desailly et Laurent Blanc ont tous été magnifiques. Mais la star de l'équipe défensive reste sans aucun doute Lilian Thuram. Récemment désigné meilleur défenseur au monde, Thuram vit son moment de gloire durant la demi-finale Croatie-France. Alors que le score est de 1-0, il marque 2 buts coup sur coup et propulse la France en finale. Si Thuram a fait des merveilles en 98, Andreas Brehme, lui, a su exercer ses talents directement en 90, bien que ce soit sur pénalty. Mais Brehme est un défenseur complet, l'un des nombreux joueurs d'exception que l'Allemagne a formé au fil des années. Ça n'a rien à voir avec la mentalité. Il s'agit de nullifier la menace de l'adversaire. C'est une discipline qui est encouragée en Allemagne et domine les séances d'entraînement et bien sûr les matchs. C'est en gagnant les batailles individuelles qu'on gagne le match. Lorsque Johan Cruyff est marqué par Bertie Vogts lors de la Coupe du Monde 1974, cela fait partie du plan élaboré par l'Allemagne pour annihiler l'extraordinaire ligne d'attaquants hollandais. Paul Breitner fait aussi partie du plan. Et quelle légende de la Coupe du Monde il allait devenir. Mais l'esprit qui se cache derrière la performance est un homme connu tout simplement sous le nom de Der Kaiser. Franz Beckenbauer est l'homme qui a réinventé le rôle de l'arrière-volant, déterminé à jouer à la fois à l'avant et à l'arrière du terrain. Il y parvient magnifiquement, si bien qu'il compte 5 buts de Coupe du Monde à son palmarès. Figure emblématique des années 70, il reste le plus grand défenseur que le monde ait jamais connu. Le championnat du monde junior de la FIFA, réservé aux joueurs de moins de 20 ans, se dispute tous les 2 ans. 7 nations différentes ont remporté le titre mondial depuis sa création, dont l'Union soviétique, l'Allemagne, la Yougoslavie, le Portugal 2 fois et l'Espagne. Mais les nations à avoir dominé la compétition sont incontestablement l'Argentine et le Brésil. Rendons hommage à leur talent. C'est Diego Maradona qui initie le succès de l'Argentine au Japon, dans une équipe dirigée par César Luis Menotti. Ramon Diaz est le buteur phare du tournoi, mais Maradona en est la star. Pour la première fois en 14 championnats du monde junior,
le Brésil ne se qualifie pas. Et 2 ans plus tard, bien que le Brésil arrive en quart de finale, ni l'Argentine ni le Brésil ne jouent particulièrement bien. Leur succès n'aurait-il été qu'un feu de paille? Le Mondial 83 au Mexique prouve le contraire. Les 2 équipes se qualifient pour la finale et devant une foule de 110 000 personnes, la nouvelle génération de joueurs brésiliens, Bebeto, Dunga et Jorginho, remporte un match serré grâce à un penalty marqué à la 31e minute, que Giovanni Silva marque en dépit de Luis Islas. En 1985, en Union soviétique, l'Argentine ne se qualifie pas et le Brésil, avec Tafarel, Müller et Paulo Silas, se retrouve sans véritable adversaire. Leur victoire 6-0 en quart de finale contre la Colombie montre bien leur supériorité. La finale se déroule à Moscou, alors inondée par la pluie, contre une équipe espagnole plus coriace que les Colombiens, même si elle joue les 3/4 du match à 10. Le Brésil triomphe finalement après prolongation. Après un succès de bon augure face à la Yougoslavie en 1987, c'est au Portugal de dominer les 2 tournois qui suivent, sous la direction de Carlos Queiroz. Durant cette période, le Brésil, qui compte alors des joueurs tels que Bismarck, Roberto Carlos et Elber, échoue au dernier obstacle, comme ici au tir au but en finale du tournoi 91 à Lisbonne, où Rui Costa met le Brésil hors d'état de nuire et plonge le Portugal dans l'extase. L'Argentine, quant à elle, ne tient pas longtemps en 1991, victime d'un manque de discipline et d'entraînement. L'Australie 1993. Avec l'Argentine toujours dans le marasme, les favoris sont le Ghana et inévitablement le Brésil, les 2 équipes disputant à Sydney l'une des plus belles finales de l'histoire du championnat. 9 joueurs de cette équipe ghanéenne ont été recrutés dans l'équipe des moins de 17 ans. Les joueurs brésiliens, eux, ont été recrutés lors d'une recherche nationale bien avant qu'ils aient l'âge légal pour participer à la compétition. C'est ici Yann qui égalise. À la 89e minute, le Brésil reprend le ballon. Marcelino Adjian. Et but. Et c'est une 3e victoire en championnat du monde junior de la FIFA pour le Brésil. Quand arrive l'édition 1995 au Qatar, l'Argentine a sensiblement changé sous la direction de José Pekerman, qui s'occupe du développement des jeunes joueurs. Le Brésil a sans doute une équipe plus douée techniquement. On y trouve notamment Caio, le buteur phare du tournoi, qui doit rejoindre l'Inter de Milan dès la fin de la compétition. Les joueurs ont souvent l'occasion de bien se connaître lors de ces championnats. Mais ceci n'est qu'un avant-goût de ce qu'ils vont vivre en finale. C'est l'Argentine et son capitaine Juan Sorin qui prend la tête grâce à un but magnifiquement orchestré en première mi-temps. Leonardo Biagini, le buteur. À la 83e minute, 2e but orchestré et marqué par 2 remplaçants. La victoire de l'Argentine est ainsi garantie. La première de l'ère Pekerman. Défaite pour Zé Elias et son équipe. Pour l'Argentine, c'est le premier des 3 trophées qu'elle allait décrocher en 4 ans. Deux ans plus tard, en Malaisie, l'équipe du Brésil a de bonnes raisons de chanter. 10 buts contre la Belgique, 10 autres contre la Corée. Mais l'Argentine ne leur fait pas de cadeau. Après une défaite contre l'Australie, l'Argentine se qualifie en 2e position dans son groupe et affronte le Brésil en quart de finale, qui possède une équipe encore plus talentueuse qu'au Qatar. Alex et ses coéquipiers amorcent la plupart des offensives. Mais une fois encore, l'Argentine a plus d'un tour dans son sac.
Initialement, la passe de Riquelme à Scaloni ne paraît pas bien dangereuse. Mais contre toute attente, ce dernier pénètre la défense brésilienne. Toutefois, à ce niveau, rien ne sert de spéculer sur le résultat. Il ne faut surtout pas sous-estimer l'adversaire. Les choses peuvent arriver en quelques secondes en tirant parti d'une opportunité. L'Argentine a eu les siennes et elle a été capable de les saisir. C'est ce qui lui a donné la victoire. Mais je tiens quand même à dire que le Brésil a une excellente équipe. Après une victoire de justesse contre l'Irlande, l'Uruguay s'apprête à donner une belle frayeur à l'Argentine en finale. Avec Riquelme, Cambiaso, Aymar, Samuel, Scaloni, Romeo et beaucoup d'autres joueurs talentueux, l'équipe est difficile à battre. Et bien que l'Uruguay ait sa chance, le Mondial Junior 97 en Malaisie s'achève sur une nouvelle victoire argentine. Et l'Argentine remporte aussi le trophée du fair play. Pourtant, parfois, les choses tournent mal. C'est ce qui arrive à l'Argentine au Nigeria, écrasée par le Ghana lors du premier tour, même si elle parvient à se hisser jusqu'au second tour. Une défaite 4-1 face au Mexique met définitivement fin au rêve argentin et l'équipe du capitaine Esteban Cambiaso termine officiellement 16e. Le Brésil ne fait pas beaucoup mieux, éliminé en quart de finale par l'Uruguay à l'issue d'un pénalty controversé. Le tournoi est finalement dominé par les Espagnols, qui prouvent que l'Amérique du Sud n'est pas la seule nation à pouvoir produire des joueurs internationaux talentueux et créatifs. Le 13e championnat du monde junior de la FIFA a lieu en Argentine. Et c'est la fiesta à nouveau pour les joueurs de José Pekerman. Un festival offensif et de buts. Javier Saviola, El Conero, le Lapin, marque 11 buts, un record. L'Argentine remportera ses 7 matchs, marquant en tout 27 buts. En finale, l'Argentine doit affronter le Ghana, qui a éliminé le Brésil en quart de finale. Mais une fois encore, les Argentins maîtrisent la partie. Score final 3-0. L'Argentine remporte son 4e titre. Et Saviola s'envole pour Barcelone. Les Émirats arabes unis. Les Brésiliens sont de retour au plus haut niveau, même s'ils doivent se battre pour arriver en demi-finale, où l'Argentine les attend. Un but est suffisant pour décider de l'issue du match. Et s'il s'agit ici du processus d'apprentissage dont tout le monde parle, la différence entre le succès et l'échec est bien mince. Tous ont pu le constater. Ces temps-ci, le programme de développement de la jeunesse espagnole menace sans aucun doute la prédominance sud-américaine. Bien sûr, voir leur capitaine, Meli, expulsé dès la 4e minute, ne les aide pas. Au fur et à mesure que les joueurs deviennent plus mûrs et plus expérimentés, le rythme et le niveau du tournoi augmentent, ainsi que la pression. C'est une merveilleuse occasion de faire ses preuves. Le Brésil et l'Argentine ont un règlement très strict quant à la progression des joueurs internationaux d'une catégorie à une autre. La compétition devient de plus en plus difficile, mais l'Amérique du Sud est toujours en tête. Je crois qu'en Europe, ils ont tendance à penser davantage sur le long terme. Ils se concentrent sur l'équipe nationale senior et ne se préoccupent pas beaucoup des autres tranches d'âge, en particulier les plus jeunes. Alors qu'en Amérique du Sud, il y a bien plus de pression. Il faut obtenir des résultats à tous les niveaux. C'est la 4e victoire du Brésil à ce stade. Le même nombre que l'Argentine. 2 nations dans une catégorie à part. La première Coupe du Monde FIFA remonte à 1930, année où le pays organisateur, l'Uruguay, célèbre ses 100 ans d'indépendance. Et c'est l'Uruguay qui remporte la Coupe. 13 pays sont entrés dans la compétition, dont 4 Européens. La France, la Roumanie, la Yougoslavie et la Belgique.
travers, par-dessus, autour, ces gars-là ne vont pas laisser un simple mur entraver leur destinée. Qu'ils aient été rusés, déviés ou tout-puissants, les coups francs ont fourni aux fans de la Coupe du Monde de la FIFA un festival de buts. Certains sont de grands coups de chance. D'autres en ont seulement l'apparence. Les coups francs bien réfléchis, calculés, sont pratiquement impossibles à arrêter. En voici quelques-uns des plus mémorables. Le mondial 1970 au Mexique, la première Coupe du Monde FIFA à être retransmise en couleur à la télévision. Tout à coup, le jeu paraît différent, comme s'il avait gagné en magie. Peut-être à cause des trois couleurs qui sortent du lot cette année-là. Le vert, le bleu et l'or du Brésil sont maintenant les couleurs les plus connues du football. Sans être favoris du tournoi, les Brésiliens démontrent pendant les sélections que leur lamentable prestation de 66 est bel et bien derrière eux. Ce que tous ignorent en revanche, c'est qu'ils possèdent au sein de leur équipe quelques-uns des joueurs les plus jeunes, expérimentés, rapides et talentueux que le monde ait jamais connus. Le capitaine Carlos Alberto, le prototype de l'attaquant arrière. Roberto Rivellino, tout feu tout flamme. Le grand Jairzinho, un homme dans la fleur de l'âge. Et un Pelé de 29 ans, tout simplement magnifique. Après une victoire facile 4-1 contre la Tchécoslovaquie, le Brésil tourne son attention vers les champions du monde. Un grand match et de très beaux moments pour les deux équipes. Bien sûr, l'Angleterre a eu sa chance. Francis Lee et Jeff Astle auraient tous les deux dû marquer. Mais même le plus fervent supporter anglais doit admettre que les Brésiliens ont toujours eu les cartes en main. Le but de la victoire marqué par Jairzinho à la 59e minute est sans surprise. Le Brésil avance donc en demi-finale où leurs adversaires de 20 ans, l'Uruguay, les attend de pied ferme. Les Uruguayens marquent à la 19e minute et le Brésil doit attendre le but de Clodoaldo juste avant la mi-temps pour revenir au score. À partir de là, le talent brésilien explose, écrasant l'Uruguay 3-1.
La finale met en scène l'un des plus grands chocs culturels de l'histoire du football. Le Brésil affronte l'Italie. Comme dans un scénario écrit d'avance, les Italiens ne luttent pas lorsque le Brésil attaque et que Pelé marque pour son équipe leur 100e but dans les finales. Les Italiens égalisent avant que le Brésil n'enfonce le clou dans la deuxième mi-temps. Le milieu de terrain Gerson marque un superbe but et monte le score à 2-1. À la 71e minute, Jairzinho devient le premier homme depuis Giggia en 1950 à marquer dans chaque match de la Coupe, y compris en finale. Quant au but de Carlos Alberto, que tous ceux qui le connaissent prennent un siège et se régalent. Pour les autres, eh oui, c'est vraiment ce qui s'est passé. Cette victoire écrasante 4-1 contre l'une des équipes les plus défensives de la Coupe du Monde FIFA est toujours classée comme l'une des plus belles performances de l'histoire du mondial. On a raconté que la chaleur étouffante avait favorisé les Sud-Américains et que la même équipe aurait peiné à marquer en Europe. Qui sait? Et franchement, qui s'en préoccupe? Le football brésilien appartient maintenant au monde entier.